C'est à propos du fonds fiduciaire que ton grand-père t'a laissé. Tu sais, Camille est complètement dévastée depuis sa rupture, et elle répète qu'elle a besoin d'aller en Europe pour se changer les idées. Donc, on a décidé d'utiliser cet argent. N'est-ce pas formidable? Ma main, qui tenait un sandwich au-dessus de mon bureau dans ce cabinet comptable, s'est figée en plein vol. Ma mère venait tout juste d'annoncer, sans la moindre trace de culpabilité, qu'elle comptait utiliser les 25 000 € du fonds que mon grand-père m'avait laissé. Je reposai lentement le sandwich sur la table, et en gardant un ton aussi neutre que possible, je demandai. « Comment ça ?» À l'autre bout du fil, ma mère soupira longuement, agacée. « Oh franchement, je te l'ai déjà dit, non ? On va utiliser l'héritage de papy, les 25 000 € pour Camille. Pour être honnête, même si tu les avais, tu ne ferais que les entasser. Ce n'est pas comme si tu allais en profiter. Ta vie est si fade, ça m'inquiète en tant que mère. » Son rire aigu et creux résonna dans le téléphone. « Oh, et il y a juste un petit souci, » ajouta-t-elle avec une pointe d'agacement. « On est à la banque, mais l'employé insiste, selon la réglementation, il faut une confirmation du bénéficiaire lui-même. Un vrai tracas. Tu peux dire à haute voix que tu donnes ton accord? Ton père est à côté de moi, et il commence à perdre patience. » Ils étaient coincés dans le hall de la banque, face à leur ultime obstacle. Le départ de Camille est prévu après-demain. On a déjà mis les billets et l'hôtel sur la carte de crédit. Ces mots m'ont laissé sans voix. Ils avaient déjà prévu de dépenser cet argent, qui n'était même pas encore entre leurs mains. Réservation faite, convaincus qu'ils rembourseraient plus tard avec mon héritage. L'audace, l'absence totale de prévoyance, c'était tellement absurde que ma colère s'est évanouie, laissant place à un rire sec, presque nerveux. Sans mon accord, ils ne verraient pas un seul centime. Le fait qu'ils m'appellent en dernier recours disait tout. Tout le pouvoir m'appartenait. Je pris une gorgée de café, l'esprit étrangement calme. En resserrant ma prise sur le combiné, je demandai doucement. Pourquoi ça devrait être mon argent? Si c'est pour Camille, pourquoi ne pas utiliser le vôtre? Un silence bref suivit. Ma mère sembla prise de court, mais elle se reprit vite et lança une tirade hystérique. Comment peux-tu dire ça en sachant dans quelle situation on est? Et puis c'est aussi pour toi. Aider ta sœur quand elle est au plus mal, c'est le rôle d'une grande sœur, non? Je laissai couler, silencieuse, tandis que ses justifications égoïstes fusaient. Camille est ta sœur. C'est pour la famille. Tu n'as même pas besoin de cet argent. Plus rien ne m'atteignait. Quand elle termina enfin, je répondis d'une voix calme mais ferme. Très bien. Tout sera réglé demain matin. Vraiment? La voix de ma mère s'illumina. Ah merci mon Dieu. Je savais que tu comprendrais. Je préviens la banque tout de suite. Elle raccrocha aussitôt. Mes parents avaient sûrement relâché la pression, persuadés que j'avais cédé. Mais ils ne savaient pas encore. Ils n'avaient aucune idée que quand j'avais dit régler, je pensais à toute autre chose. En réalité, rien ne m'avait vraiment surprise. Tout avait commencé 3 ans plus tôt, le jour où une simple enveloppe arriva dans ma boîte aux lettres. L'expéditeur, Maître Lefebvre, du cabinet d'avocats chargé de gérer les biens de mon grand-père de son vivant. En voyant le logo gaufré sur ce papier épais, mon cœur se serra. Des années s'étaient écoulées depuis la mort de mon grand-père. Pourquoi maintenant? Un vague pressentiment m'envahit. Ce ne pouvait pas être une bonne nouvelle. Le front plissé, j'ouvris l'enveloppe à l'aide d'un coupe-papier. À l'intérieur, un avertissement. Et pas n'importe lequel, il dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. À propos de mes parents. Lettre. Chère Madeleine. Récemment, vos parents sont venus à notre étude pour tenter un retrait anticipé du fonds. Nous les avons informés que cela était contraire aux conditions fixées. Toutefois, leur insistance nous a paru suffisamment inquiétante pour vous en informer directement. Mes mains tremblaient légèrement. Pourquoi? Murmurai-je sans m'en rendre compte. Je sentais le sang me quitter le visage. Comme si quelque chose en moi s'effondrait. Je décrochai aussitôt le téléphone. Il me fallait des réponses vite. Après quelques sonneries, une voix familière répondit. Calme, posée, grave. Comme dans mon souvenir. Bonjour, maître. C'est Madeleine Gale. Je viens de recevoir votre lettre. Pouvez-vous m'expliquer? Mes parents sont bien venus chez vous? Ma voix tremblait. Les questions se bousculaient. À l'autre bout, j'entendis Maître Lefebvre inspirer doucement. Veuillez m'écouter attentivement, Madeleine. Et restez calme, s'il vous plaît. Votre grand-père s'inquiétait profondément de la façon dont vos parents géraient l'argent. C'est précisément pour cela qu'il a imposé des conditions très strictes à ce fonds. Tout cela, c'était pour vous protéger.
Ces mots pour vous protéger m'ont frappé en plein cœur. Me protéger? Que voulez-vous dire? Et ces conditions, quelles sont-elles exactement? Après un silence, Maître Lefebvre reprit d'un ton posé, presque pédagogique. Madeleine, pardonnez ma question, mais avez-vous déjà lu en entier le contrat de fiducie de vos propres yeux? Non. Pour être honnête, je n'en ai eu qu'un résumé. Je ne l'ai jamais vraiment lu. Je vois. Pourtant, les intentions de votre grand-père et la forteresse qu'il a érigée pour vous protéger y sont clairement inscrites. Je vous recommande vivement de le lire attentivement. Le langage juridique peut sembler difficile, mais son contenu est très important. Ces mots me firent brusquement réaliser ma propre négligence. Compris. Je dois encore avoir une copie à la maison. Je vais la consulter tout de suite. Et si quoi que ce soit vous échappe, n'hésitez pas à me contacter à n'importe quel moment. Votre grand-père m'a expressément demandé de vous accompagner si besoin. Ces paroles bienveillantes apaisèrent un peu la tension dans ma poitrine. Merci, maître. Ça me rassure. Après avoir raccroché, je me rendis dans mon bureau, au fond de la maison, et je sortis un paquet de vieux documents d'un tiroir fermé à clé. Pour la première fois, je me plongeai sérieusement dans la lecture du contrat de fiducie. Je tournais les pages lentement, comme si je déroulais un vieux parchemin chargé d'histoire. Ce que j'y découvris, noir sur blanc, c'était l'amour profond que mon grand-père me portait, et sa méfiance absolue envers mes parents. Les fonds de cette fiducie ne pourront être retirés avant que la bénéficiaire, Madeleine Gale, n'atteigne l'âge de 35 ans. Toutefois, une exception est possible uniquement si la bénéficiaire elle-même formule une demande écrite et signée de sa main, dans le cadre d'un projet clairement défini, comme la création d'une entreprise. Toute demande émanant d'un tiers est nulle et non avenue. En cas de fraude ou de falsification de signature, la banque, en qualité de fiduciaire, se réserve le droit d'engager immédiatement des poursuites judiciaires. Le ton du texte, d'une sévérité implacable, évoquait un mur de pierre infranchissable. Je me souviens de l'oppression dans ma poitrine, en prenant conscience de la minutie avec laquelle mon grand-père avait pensé à tout, pour me protéger même après sa mort. À la lecture de cette clause, je sus sans l'ombre d'un doute. Quoi qu'ils fassent, mes parents ne pourraient jamais mettre la main sur cet argent sans mon accord. C'est pour cela que j'étais restée si calme lors de l'appel de ma mère. Mais être calme ne voulait pas dire que je ne ressentais rien. 3 ans plus tôt, l'avocat leur avait déjà clairement expliqué que c'était impossible. Et malgré tout, ils avaient continué. Et maintenant, coincés face à l'ultime barrière de la banque, ils avaient eu le culot de m'appeler directement pour m'exiger mon autorisation. Ce n'était pas de la colère que je ressentais. C'était une stupeur glaciale et une déception si profonde qu'elle semblait sans fond. 1 heure après que ma mère ait raccroché, mon téléphone s'alluma à nouveau. Numéro inconnu. Un homme, très poli mais visiblement tendu, se présenta. Bonjour. Puis-je parler à mademoiselle Madeleine Gale? Ici Jean, du département fiduciaire. Auriez-vous un instant à m'accorder? Oui, je vous écoute. Nous avons reçu ce matin une demande de retrait du fonds, déposée par votre mère, avec un formulaire portant ce qui semble être votre signature. Mais, en raison du montant, 25 000 €, notre règlement exige la présence physique du bénéficiaire pour la vérification finale d'identité. Serait-il possible de vous présenter à notre agence? Je répondis d'un ton calme. Ce ne sera pas nécessaire. Je sentis un léger flottement à l'autre bout du fil. Pardon? Je repris, lentement mais fermement. Pour commencer, je n'ai jamais donné mon consentement à ce retrait. Et bien sûr, je n'ai jamais signé ce formulaire. Le silence soudain fut glacial. J'entendis le conseiller inspirer brièvement. Le ton administratif disparut, remplacé par une rigueur professionnelle tendue, celle de quelqu'un qui venait de saisir la gravité de la situation. Je comprends. Pour confirmer, vous affirmez donc que la signature sur le document n'est pas la vôtre? Exactement. C'est une tentative de fraude. Bien. Merci d'avoir clarifié votre position. Nous allons rejeter officiellement la demande. Étant donné qu'il s'agit d'une falsification de signature, nous allons transmettre l'affaire à notre service juridique et engager les mesures nécessaires sans délai. Parfait. Faites-le, répondis-je simplement. Et je mis fin à l'appel. Le document falsifié, soumis par mes parents, venait à cet instant précis de se transformer en preuve irréfutable de leur propre délit. Quelques jours plus tard, je me levai un peu plus tôt que d'habitude. Je pris le temps de préparer soigneusement mon café. À ce moment précis, mes parents et Camille étaient probablement en train de boucler leurs préparatifs pour le voyage en Europe. Camille devait se regarder dans la glace, habillée d'une robe flambant neuve.
Ma mère lançait peut-être joyeusement, tout est réglé avec la banque. Il ne reste plus qu'à profiter. Et mon père hochait la tête, satisfait, vérifiant encore et encore leur passeport. Dans leurs esprits, les 25 000 € étaient déjà à eux, brillant comme un avenir rempli de promesses luxueuses. Mais le moment où cette douce illusion allait voler en éclats, était tout proche. La veille, j'avais demandé à maître Lefebvre et aux représentants de la banque d'envoyer à mes parents des notifications officielles en courrier recommandé. La première enveloppe, ornée du logo de la banque, portait l'intitulé « Avis important concernant la décision finale sur la demande de retrait du fonds fiduciaire ». À l'intérieur, un texte froid et impersonnel notifiait le refus formel de la demande, suite à mon opposition explicite. La bénéficiaire a rejeté la demande. Aucun changement n'a été apporté au fond. Puis venait la seconde enveloppe, plus lourde encore, scellée du blason du cabinet Lefebvre et associée. Celle-là, c'était le coup fatal. Elle contenait des photocopies agrandies de la signature falsifiée de Madeleine Gale, posée à côté de ma véritable signature, ainsi qu'un résumé d'expertise graphologique. Et la lettre jointe disait clairement. Comme indiqué ci-dessus, la falsification de la signature de la bénéficiaire et la tentative d'accès non autorisé au fonds fiduciaire peuvent constituer des infractions pénales au regard de la loi française, telles que la contrefaçon de documents et la tentative d'escroquerie. À défaut de réponse de votre part sous 7 jours suivant la réception, nous envisagerons tous les recours juridiques disponibles, y compris le dépôt d'une plainte pénale, en tant que représentants légaux de mademoiselle Madeleine Gale. Ces 2 lettres suffisaient à prouver que la source de financement de leurs rêves mal ficelés avait été coupée net. La réalité allait s'imposer brutalement. Le voyage de rêve de Camille en Europe allait s'évaporer la veille du départ, avec les frais d'annulation non remboursables. Et mes parents allaient découvrir noir sur blanc qu'ils n'étaient pas juste des parents un peu envahissants, mais de potentiels criminels, coupables d'avoir tenté de voler l'argent de leur propre fille. Comme je m'y attendais, la tempête éclata vers 10 heures du matin. Mon smartphone, habituellement discret, se mit à vibrer frénétiquement, comme s'il criait. Le nom affiché était Camille. Je le regardai, puis posai calmement le téléphone sur la table, sans décrocher. Quelques secondes plus tard, les messages commencèrent à pleuvoir. Madeleine, qu'est-ce qui se passe? On a reçu des lettres étranges de la banque et d'un cabinet d'avocats. T'as fait quelque chose à la banque? Réponds. Maman panique. Dès que Camille s'arrêta d'écrire, ma mère prit le relais. 10 sonneries, puis messagerie. 1 minute plus tard, nouvel appel. Je l'ignorais aussi. Puis ce fut au tour de mon père. Les voir se relayer ainsi, comme un passage de témoin dans une course de panique, en devenait presque risible. Après un moment, une notification vocale apparut. Par curiosité, j'écoutai. La première chose que j'entendis fut le cri hystérique et aigu de ma mère. Madeleine, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi cette lettre de la banque? La demande est rejetée? Tu n'as pas donné ton accord? Et ce truc d'avocat qui menace de nous poursuivre? Tu veux nous faire passer pour des criminels? Explique-toi tout de suite. Puis la voix de mon père, grave, tremblante de rage. C'est ton père. C'est une blague? Un avocat? Une plainte pénale? Tu vas trop loin. Tu vas appeler ce soi-disant avocat et lui dire d'annuler cette absurdité. C'est un ordre. Si tu comptes vraiment trahir ta propre famille. La menace s'arrêta net. Il s'était sans doute emporté au point de ne plus pouvoir finir sa phrase. Je supprimai calmement le message. Leur voix était imprégnée de panique, de colère et d'une légère pointe de peur. La forteresse bâtie par mon grand-père fonctionnait à merveille. Pendant les jours suivants, j'ignorais toutes leurs tentatives de contact. Puis, la veille de l'échéance des 7 jours fixés par le cabinet, je reçus un appel de maître Lefebvre. « Madeleine, vos parents m'ont contacté, dit-il calmement. Ils sont très effrayés par la possibilité de poursuites pénales. » Il s'interrompit brièvement avant de reprendre. « Malheureusement, je ne les ai pas entendus vous adresser une seule excuse. Il répète juste. Si Madeleine veut bien nous pardonner, on aimerait régler ça discrètement. C'est juste un malentendu familial. » À cet instant, le dernier fil intérieur qui me retenait se rompit. Peut-être que, malgré tout, j'avais espéré au fond qu'ils disent ne serait-ce qu'un mot pour reconnaître leur faute. Mais non. Jusqu'au bout, ils n'avaient pensé qu'à eux-mêmes. Je pris une profonde inspiration et parlai d'une voix dure, déterminée. Je comprends. Ça suffit. Je ne porterai pas plainte, mais je veux qu'ils quittent ma maison. Je pourrais les poursuivre, mais à quoi bon? Les punir m'importait moins que de les sortir complètement et rapidement de ma vie. C'était ça, la vraie priorité pour mon avenir.
Un silence. Maître Lefebvre, visiblement surpris, reprit d'une voix prudente. Pardon, Madeleine. Ai-je bien entendu? Votre maison? Vous vivez avec eux? Il avait besoin de confirmer ce qu'il venait d'entendre. Sa surprise était sincère. Oui. Ils vivent chez moi. Cette simple question ouvrit les vannes. Je me mis à raconter des choses que je n'avais jamais dites à personne. Même pas à lui. Mes parents ont emménagé dans ma maison il y a 4 ans. À l'époque, mon père avait tout perdu à cause d'un investissement raté. Il est venu me voir, les larmes aux yeux, me suppliant. Madeleine, s'il te plaît, aide-nous. Je marquai une pause, baissant les yeux alors que les souvenirs remontaient. Au bout du fil, maître Lefebvre restait silencieux, patient. J'avais accepté, à la seule condition que ce soit temporaire, juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Mais ils n'ont jamais tenu leur promesse. Ils sont restés sans payer de loyer, comme si tout leur était dû. Je n'ai jamais entendu un seul mot de gratitude. Ma voix tremblait de colère et de tristesse. Avant que je ne m'en rende compte, ma maison était devenue la leur. C'était devenu si insupportable que, il y a 1 an, j'ai fini par louer un appartement ailleurs, et je suis partie moi-même. Cette fois, maître Lefebvre prit la parole, le ton plus grave, conscient de la portée de ce que je venais de dire. Donc, en réalité, vous avez été poussé hors de votre propre maison. Oui. J'avais un emploi stable dans un cabinet comptable, une situation financière solide. Ça les arrangeait. Maintenant, même Camille y vit, comme si c'était tout naturel. Je leur ai dit des dizaines de fois de partir. Mon père me répond toujours, tu as oublié comment on t'a élevé? Ma mère, elle répète, nous aussi, on traverse une période difficile. Des excuses. Rien que des excuses. Ils ne m'écoutent jamais. J'étais arrivée au bout. Ma dernière phrase s'étrangla presque dans un sanglot. Un long silence suivit. Puis maître Lefebvre parla, d'une voix pleine de compassion mais ferme. Je comprends. Vous avez bien assez enduré. Je vais vous soutenir du mieux que je peux. Conformément à votre souhait, je vais rédiger une notification officielle d'expulsion au nom de notre cabinet, signée par moi-même, maître James Lefebvre. Avec mon nom dessus, ils ne pourront plus faire passer cela pour un simple caprice de leur fille. Merci maître, dis-je d'une voix tremblante, soulagée et reconnaissante. Combien de temps souhaitez-vous leur accorder? La loi impose un préavis minimum de 30 jours, quelles que soient les circonstances. Il est très difficile d'écourter cela légalement. Je mordis ma lèvre. Je voulais qu'ils partent immédiatement, mais la loi ne le permettait pas. Alors, 30 jours. Le minimum légal. Entendu. Je vais rédiger l'avis avec cette date comme échéance finale. Ce soir-là, par courrier recommandé, une seconde lettre officielle, signée par maître Lefebvre, fut envoyée à la maison où vivaient mes parents. Ma maison. Ce soir-là, dans mon appartement, je sortis enfin tous les documents du fonds fiduciaire laissés par mon grand-père. Des papiers que j'avais négligés pendant des années. Créer une entreprise. Ces mots brillaient devant moi comme une lumière vers l'avenir. La nuit où la deuxième lettre arriva fut un enfer. Mon téléphone n'était plus un appareil de communication. Les appels pleuvaient toutes les quelques secondes. Les notifications envahissaient l'écran. Tous venaient de chez moi. Des sanglots de ma mère, des hurlements de mon père, les cris stridents de Camille. Tous empilés dans ma messagerie vocale. Madeleine, réfléchis à ce que tu fais. Tu vas vraiment nous mettre dehors? Espèce d'ingrate. Comment oses-tu faire ça à tes propres parents? Annuler mon voyage en Europe ne te suffisait pas? Tu vas aller aussi loin? T'es la pire. Je ne répondis à aucun message. Plus je les écoutais, plus je me sentais idiote d'avoir espéré, ne serait-ce qu'un instant, entendre un mot de remerciement pour ne pas avoir porté plainte. Au lieu d'être reconnaissant pour le temps que je leur avais accordé, ils n'étaient qu'enragés qu'on leur retire ce qu'ils croyaient être un droit. Ce simple fait prouvait qu'ils étaient devenus des étrangers pour moi. Des gens que je ne pouvais plus comprendre ni pardonner. J'ai bloqué tous les appels entrants. Coupé toutes les notifications dans chaque application. Avant de rompre définitivement tout lien numérique, j'ai envoyé un dernier message dans le groupe familial. La vie et les biens que vous avez méprisés comme fades et inutiles ont toujours été parfaitement protégés, bien au-delà de la portée de vos mains sales. Sans attendre de réponse, j'ai bloqué leurs numéros et adresses mail un par un. Le lien physique fut lui aussi rompu. Les chaînes qui m'avaient enfermé pendant tant d'années étaient enfin brisées. 1 mois plus tard, je me tenais à l'aéroport, un billet aller simple pour Grenoble à la main. Le fonds fiduciaire de 25 000 € que mon grand-père m'avait laissé avait été officiellement débloqué, grâce à maître Lefebvre.
Sur le formulaire de demande de retrait, j'avais écrit clairement. Créer un cabinet de conseil comptable à Grenoble. Ma nouvelle vie commençait là, dans cette ville nichée au pied des Alpes. Une renaissance. J'ai ouvert un petit bureau, sous mon propre nom. Tout ce que j'avais construit au fil des années, mes compétences, mon expérience, mon autonomie, allait enfin porter ses fruits. Je trouvais mes propres clients, générais mes propres revenus, bâtissais mon avenir. Sans plus jamais être exploité par qui que ce soit. Quelques mois plus tard, Maître Lefebvre m'appela. Il me félicita pour ce nouveau départ. Puis, avant même que je ne pose la question, il me donna des nouvelles de ma famille d'avant. Vos parents ont été expulsés de force par un huissier. Tous leurs meubles et effets personnels, issus de votre maison, sont stockés dans un entrepôt. Mais, il semble qu'ils soient déjà en retard sur les frais de stockage. Il poursuivit. Après avoir perdu la maison, vos parents ont emménagé avec Camille dans un petit appartement délabré, en périphérie de Grenoble. On m'a rapporté que votre père souffre de douleurs lombaires chroniques, aggravées par le stress. Quant à votre mère, elle a ravalé sa fierté et commencé à travailler à temps partiel dans un supermarché du quartier. Alors, d'une voix posée, je posai la question la plus importante. Et la banque ? Qu'a-t-elle décidé ? Avant mon départ pour Grenoble, Maître Lefebvre et moi avions eu un entretien avec le service juridique de la banque. Et leur position était claire. En tant que fiduciaire responsable, la banque ne pouvait pas fermer les yeux sur un acte criminel comme la falsification de signatures. Même sans dépôt de plainte de ma part, il y avait de fortes chances que la banque engage ses propres démarches. Maître Lefebvre confirma, d'un ton grave. Oui. Comme nous le pensions, la banque a déposé un signalement officiel auprès de la police. Vos parents ont récemment été entendus pour tentative de fraude et falsification de documents. Il est peu probable qu'ils échappent à des poursuites. En entendant cela, je ne ressentis aucun choc. C'était simplement la conséquence logique de leurs actes. Ils avaient tenté de voler l'héritage destiné à l'avenir de leur fille, sans le moindre remords. Pendant des années, ils avaient profité de ma gentillesse, parasité mon existence, croyant que ma vie leur appartenait. Mais ce n'est pas moi qui les ai poussés dans le vide. Tout ce que j'ai fait, c'est fermer le robinet qu'ils croyaient éternel. Ils sont tombés seuls, tirés vers le bas par le poids de leur propre avidité, et ont simplement récolté ce qu'ils avaient semé. À cet instant précis, j'ai compris le vrai sens du fonds fiduciaire que mon grand-père m'avait laissé. Ce n'était pas juste 25 000 €. C'était son dernier message pour moi. Madeleine, tu as le droit de vivre ta propre vie. Tu n'es pas née pour être le sacrifice de quelqu'un d'autre. Avance par toi-même. Poursuis tes rêves. Aujourd'hui, sous le ciel limpide de Grenoble, je construis ma vie avec mes propres mains. Mon petit cabinet comptable attire doucement des clients. Le week-end, je pars en randonnée dans les Alpes. Je ris avec de nouveaux amis. L'argent que je gagne ne profite plus à personne d'autre. Il est entièrement dédié à mon avenir. Car choisir de se valoriser soi-même n'a rien d'égoïste. C'est, au contraire, la plus noble responsabilité qu'on puisse avoir envers soi.